pense que la première chose que vous devez vous dire dans ce genre de situation, c'est qu'il y a un mot qu'il faut retenir, c'est possible. C'est possible, vous l'avez vu chez Novartis, mais aussi chez Sapal Bosch, qui à 4 reprises, ils seront là, les collègues de chez Bosch, le 25 mars. Eux, ils ont subi 4 assauts successifs de délocalisation. Ils ont résisté. Alors, on comprend pourquoi ils ont réussi à le faire et vous allez comprendre les éléments qui font que c'est possible de réussir. Chez Bombardier, lorsqu'ils étaient venus, à l'époque c'était à Détrans pour fermer le site, tout le monde disait oui, mais bon, Yves, c'est à Détrans, ils vont fermer là-bas. Non, si on baisse les bras, évidemment, ils ferment. Les collègues ils se sont organisés et puis aujourd'hui, vous avez vu qu'on est passé de 100 personnes à 400, 500 personnes. Alors, pas tout va bien, évidemment, mais en tout cas, des emplois ont été sauvés. Et puis, ce site qui devait être fermé est toujours là. Et j'en passe, il y en a beaucoup d'autres. Dans la construction aussi, quand on a des restrictions, il y a quand même des réussites. Ce n'est pas tout le temps le cas, c'est la minorité des cas. Je ne serai pas là pour vous dire des mensonges. Mais on arrive à sauver, alors parfois, un grand nombre d'emplois, d'autres fois un peu moins, et d'autres fois un peu seulement, mais bon, une famille, un emploi sauvé, c'est une famille derrière, et je pense qu'on a le devoir de faire l'exercice jusqu'au bout, et c'est ce qu'on dit, nous, au niveau syndical, que faire une restructuration du début à la fin, se donner la peine de faire des propositions intelligentes, crédibles, alors ça permet en tout cas des résultats qui sont bons. Ce que j'ai jamais eu au cours de ma carrière, c'est quand on est intervenu dans une entreprise, avoir un résultat qui est moins bon que les propositions qui sont faites par l'employeur. On s'appuie sur les articles 335 du Code des obligations. 335D, d'abord, qui définissent combien il faut de personnes pour que ce soit considéré au sens de la loi comme un licenciement collectif, parce que ma foi, on est dans un pays où finalement, s'il y a moins de 10 personnes licenciées, ce n'est pas un licenciement collectif. Voilà, ça c'est le problème de la Suisse. Et puis après, on passe au niveau qui vous concerne, que ce soit Lausanne comme Genève, finalement, et le Tessin, je ne sais pas trop où il se situe, eh bien là, il faudrait 30. S'il y en a 29, eh bien on ne serait pas sur le licenciement collectif. Et puis, il faudrait encore que ce soit 30 dans un délai de 30 jours. S'ils faisaient 29 un mois, après ils attendent un mois, il faut 29 dans le deuxième mois, ce que certaines multinationales essaient de faire, alors on n'a pas le licenciement collectif. Sauf qu'après, s'ils font ce genre d'exercice, on les épingle, ça a été le cas chez Nissan ou ailleurs, parce qu'il y a quand même la bonne foi qui prévaut ces fameuses lois, il y a quand même des dispositions de bonne foi qui sont prévues. Et là, on n'est plus dans la bonne foi, on est dans une tentative d'essayer de contourner la loi, les dispositions légales, et puis on les ramène à l'ordre, parce qu'après, ça devient les chômeurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin du mois, vous avez des cotisations chômage, et que lorsqu'il y a des chômeurs, que ce soit des chômeurs de n'importe quel secteur d'activité, c'est quand même la collectivité qui paye, et donc il y a une responsabilité de l'État, évidemment, derrière, à se faire en sorte que la consultation s'opère. S'ils essayent de contourner cela, ça coûte cher à l'État, puisqu'il y aurait évidemment plus de licenciements. Donc il en faudrait 30 chez vous. Ça, c'est le premier chiffre que je vais vous dire. Attention, si tout d'un coup, il y a 5 personnes par-ci, 10, etc., qui partent. Parfois, il y a plusieurs sites de concernés, ils saupoudrent, etc. Alors, soit pour essayer d'éviter, donc pour essayer d'arriver à 28 chez vous, 25, puis 25 à Genève, etc., puis de faire cet exercice sur plusieurs mois. Donc, il faudra l'identifier, il faudra communiquer entre vous. Et puis s'il y en a plus de 30 ici, alors ils seront obligés de faire un petit papier auprès du département de l'économie, je vais y venir sur la suite, et puis de signaler une restructuration. Il faudra opérer, moi je pense que stratégiquement ça a un sens, de travailler par site. Il faudra vous organiser par site. Ici, dans cette maison, vous devrez vous concentrer sur ce qui vous attendra dans cette maison. Genève aussi, tout en communiquant. Le travail doit se concentrer sur ce que vous connaissez. Je ne connais pas bien comment vous fonctionnez à la radio ici ou à Genève, mais il y a certainement des éléments qui concernent plutôt l'organisation interne de la radio, qui est peut-être différente de la TV, etc., et des propositions qui seront différentes. Donc, c'est une question de stratégie et d'organisation que vous voudrez mettre en place. Mais ça, on viendra peut-être dans la stratégie tout à l'heure. Mais les 30, en tout cas, il faut les avoir à l'œil, parce que c'est quand même sur beaucoup de sites quelque chose qui peut être tentant. Et il ne faudra jamais oublier, en général, ces gens se font accompagner par des cabinets d'avocats. Et là, les ennuis commencent. Les ennuis commencent véritablement. Les ennuis vont commencer pour Valérie, malheureusement, pour vous les salariés, et puis ça ajoute une amplitude souvent à ce moment déjà difficile. Parce qu'ils sont tordus, les avocats. Ils ont envie évidemment de ramasser un maximum de pognon, ils font durer le temps. Et puis, ils ont une méthode assez sournoise, souvent, de faire avancer les dossiers. Et ça, c'est un vrai danger que vous aurez. Maintenant, on a vu combien de personnes il faut. Après, il faut se dire, qu'est-ce que dit la loi? La loi, elle dit que l'employeur doit, au moment où il envisage de procéder à une restructuration, qu'il a construit son programme
de restructuration. C'est-à-dire qu'ils ont, eux, réfléchi de leur côté, ça se passe comme ça. Le conseil d'administration décide de mesures d'économie. Entre nous ici, c'est plutôt disons, des mesures d'économie qui sont venues avec BILAG, enfin, les diminutions de la redevance, etc. Donc il y a des enjeux qui sont arrivés, il faut les analyser. La direction, Gilles Marchand, va, lui, recevoir des directives. Hein. Il va devoir faire tant de mesures d'économie. Après, il doit construire son programme de restructuration. Ça, c'est du rôle, et j'insiste, c'est du rôle de la direction, du conseil d'administration, des cadres supérieurs qui doivent, eux, en fonction de ce qu'ils ont comme données, essayer de trouver un chemin qui permette de faire refonctionner cette maison avec des mesures d'économie qui sont imposées, un minimum de personnes à licencier, de conséquences pour les salariés, et puis ils doivent vous le soumettre. La première étape, c'est eux. Et puis après, il doit vous le soumettre. Donc au moment où il a connaissance et il sait qu'il a terminé son processus de restructuration, seulement à ce moment-là, quand il l'a construit, parce qu'ils sont quand même payés pour ça, des fois ils sont appuyés par des consultants. Hein, je suis chez Allianz en ce moment, c'est Boston Consulting Group qui a fait ça par le directeur, parce qu'il a un salaire tellement élevé qu'il ne peut pas lui-même prévoir une restructuration, donc ils font appel à des consultants. Donc les consultants, ils préparent tout le beau projet, puis alors là, généralement, ça taille avec des consultants, ils ont des objectifs de résultat où il faut faire mieux que ce qu'il faut faire. Eh bien, ils proposent le projet au conseil d'administration, à la direction, et puis après ils disent, voilà, ça fera tant de personnes licenciées, tant de sites touchés, mesures d'économie X ou Y. Et puis, une fois que ça c'est fait, alors ça doit être communiqué aux salariés, seulement à ce moment-là, communiqué simultanément au département de l'économie, des endroits respectifs qui seront touchés. Enfin, si, heureusement pour vous, ils ne touchaient rien du tout dans cette maison, ben, ils n'iraient rien du tout dire à M. Lebas. Si par contre, vous seriez concerné par cette restructuration, ils iraient lui communiquer un document qui est le même que le vôtre, dont vous devez avoir connaissance, et puis ce document doit contenir un certain nombre d'éléments que je vais énumérer. Donc deux options, soit vous n'êtes pas touché et puis ils ne vont rien faire ici, soit vous serez touché dans le sens des 30 personnes et puis ils devront le faire au département. Et si vous êtes touché, alors ils doivent communiquer au minimum les motifs du licenciement. Tout ça, c'est marqué dans les articles 335F, très clairement. Donc, le motif du licenciement, le nombre de personnes qu'ils envisagent de licencier. Mais les gens ne sont encore pas licenciés à ce moment. C'est un projet. À ce stade, ce n'est pas encore quelque chose de défini. Le nombre de personnes habituellement employées, le délai dans lequel les licenciements projetés, c'est-à-dire que ce n'est pas encore effectif, seront exécutés. Ça donne une idée du timing aussi, pour que vous puissiez travailler dessus. Et puis après, la loi, elle dit qu'une fois qu'ils vous ont transmis ça, il doit y avoir une copie qui est donnée aux salariés. Vous devriez avoir un document, vous, les salariés, en votre possession, sous une forme ou sous une autre, avec tous ces éléments-là. Et après, démarre la procédure de consultation. Ça, c'est essentiel de comprendre. Donc, vous devez retenir, axe numéro 1, la direction fait son travail, elle prépare la restructuration, elle fait un projet de restructuration parce qu'ils sont payés pour ça, c'est les directeurs, c'est eux qui doivent définir a priori au départ comment s'organise une entreprise, ce n'est pas les salariés à ce stade, c'est très important. Ensuite, ils vous soumettent leurs propositions, parce que c'est à eux de travailler, c'est à eux de le faire. Et une fois que vous avez ces propositions, vous en avez l'information et vous démarrez la restructuration. Ça, c'est très important de comprendre ces échelonnements parce que déjà à ce stade-là, on a quelques avocats et quelques personnes derrière qui poussent pour que ça se passe différemment. Et vous allez assez vite comprendre pourquoi. Donc ça c'est essentiel, ces trois axes. Alors, en ce qui vous concerne de l'extérieur, j'ai le sentiment que Gilles Marchand, ils vont quand même dire, oui, ben voilà, on a quand même un chiffre qui est donné, baisse de 1 franc par jour la redevance, la redistribution entre les divers médias va aboutir à X francs, donc on n'aura pas cet argent dans la caisse, il va falloir le trouver. Parce que là, tout le monde peut à peu près comprendre au niveau des salariés qu'il y a un problème. C'est comme quand dans une usine, on perd un client. On comprend bien qu'il y a un chiffre d'affaires qui est perdu. Là, ce n'est pas quelque chose qui correspond à des dividendes, etc. Les gens comprennent assez bien. Puis après, il peut y avoir d'autres éléments, d'autres objectifs dans cette restructuration. Ils doivent les signaler. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont déposé vers vous ce projet, arrive la deuxième étape. Vous avez, vous, maintenant, hein, on en est là, dans votre main, ces motifs qui ont été transmis au département. Le département aussi veut savoir. Hein, quand une multinationale veut partir, il veut savoir, est-ce que c'est pour des raisons fiscales, est-ce que c'est pour des raisons de marché, est-ce que c'est pour des raisons, etc. Ils doivent mettre les motifs, tous les motifs de cette restructuration, parce que vous devez avoir en main, vous, toutes les cartes pour pouvoir répondre. Une fois que vous avez ce document dans la main, alors ça, c'est du devoir.
des salariés. La loi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on paye, moi je paye ma caisse chômage, donc on a tous intérêt collectivement, les Suisses, les personnes travaillant en Suisse, à ce qu'il y ait le moins de chômage possible, parce qu'évidemment c'est quand même sous une contribution générale. Alors il y a un devoir normalement de l'employeur, c'est ce que prévoit la loi, de faire des propositions sur cette base-là. Donc vous avez ce document poche, vous êtes chargé, vous, de faire des propositions. Et pour faire des propositions, évidemment, la loi, elle vous autorise quand même un minimum de choses, mais elle est très large. Ça, c'est la Suisse. Et c'est là qu'il faut commencer à être malin. C'est là qu'il y a les batailles d'avocats, 3 avocats, 3 avis, un syndicaliste qui s'en mêle, etc. La loi, elle dit que les salariés, pour faire des propositions, eh bien, vous devez avoir tous les renseignements utiles. Et au minimum, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce qu'elle dit. Au minimum, le nombre de personnes. Mais tous les renseignements utiles d'abord. Évidemment, nous, l'interprétation syndicale, l'interprétation qu'en font les salariés, c'est que ce tout renseignement utile, il est clair. Et puis le département vaudois, comme le genevois, vous avez là aussi 2 cantons quand même. Je ne peux pas parler des cantons suisses-allemands, mais c'est aussi aux collègues suisses-allemands, à vos collègues de le prétendre quand même. Donc il faut avoir un chiffre d'affaires, par exemple. Il faut avoir la masse salariale. C'est important, complète des salariés, parce que si on veut voir combien représente la part des salariés qui seront licenciés d'une situation, il faut avoir la masse salariale, il faut avoir les chiffres, peut-être des revenus pour vous de la publicité, il faut avoir des chiffres, bref, toute une série d'informations, vous pouvez les demander. Après, on mesure ce que la direction veut bien donner. Si on a une direction qui a véritablement envie de sauver des emplois, d'être proche de ses collaborateurs, pas proche des avocats, eh bien, elle va le donner, les informations. Si elle suit l'avis que des avocats, alors elle ne va rien vous donner, et puis on part en conflit. Ça, c'est clair, parce que si on n'a pas d'outils au début pour travailler et puis d'informations pour pouvoir faire des propositions, c'est compliqué. Il faut déjà, à ce stade, avoir des informations pour pouvoir se mettre en route et travailler. Donc la loi, elle vous autorise à ça. Il faut y prétendre. Et c'est important. Et c'est important de le faire tout de suite. Pourquoi ? Parce que la loi, elle complique encore la chose. Elle dit, vous devez faire des propositions. Pour faire ces propositions, vous pouvez avoir toutes les informations utiles. Mais après, on ne va quand même pas vous laisser faire ça en 1 année, ou 2 ans, ou 10 ans. Parce que la direction, elle veut restructurer. Alors pour ça, il y a un délai. Et le délai, c'est tout à fait varié, l'appréciation qu'en ont les cantons. Le canton de Vaud et le canton de Genève, encore une fois, si vous, collaborateurs de la RTS, de ces 2 entités, vous organisez correctement, vous aurez 2 départements qui, quand même, sont assez attentifs à ça, ont vécu suffisamment de restructuration ici, avec nous, avec les syndicats, pour pouvoir vous donner du temps, quand même, de manière correcte. En plus, ça ne sert à rien de faire durer trop longtemps. On n'a pas d'intérêt. Moi, je n'ai pas d'intérêt comme syndicaliste. Vous non plus comme salarié de faire durer, parce que c'est pénible. Quand on sait qu'on aura 100 personnes licenciées dans une maison, les gens veulent savoir. On se pose la question qui ça va être. Et à ce stade, on ne sait encore pas. Donc, il ne faut pas faire durer le temps ad vitam. Il faut se mettre au travail. Mais il y a un délai. Le canton de Vaud dit 18 jours minimum. 18 jours ouvrables. La loi, elle dit 24 heures, c'est pas assez. 30 jours, c'est trop. Puis après, on navigue là-dedans. Même le 30 jours, c'est trop, ce n'est pas le cas. Chez Novartis, ça nous a pris 3 mois. On a prolongé le délai. On a refait le business plan complet. Une fois qu'ils ont compris ce qu'on faisait, on a fait 100 pages de rapport, on s'est appuyé par des économistes, etc. chez Novartis, et puis on s'est mis autour de la table. Ça a duré 3 mois. Ce n'est pas parce que la loi elle dit 30 jours, c'est trop, que si on se met d'accord entre la direction et les salariés et les syndicats, on ne peut pas prolonger. Mais en tous les cas, dans le canton de Vaud, ici, pour vous, pour ceux de la RTS, là, ils ne pourront pas faire en dessous de 18 jours. Ça, c'est le minimum. Et pour une entreprise de 1000 personnes, vous êtes combien ? 600 ici ? C'est 1600 à Genève et puis 600 ici. Ouais, pour une entreprise de 600 personnes ici, je pense que 18 jours, c'est déjà pas beaucoup. On est plus proche, dans les 2 entités, des 20 à 30 jours pour pouvoir s'organiser. Donc, vous devez vous organiser pour préparer et faire ces propositions. Ça, c'est l'élément essentiel. Et une fois que vous avez donc réussi à obtenir ces informations de nombre de personnes licenciées, que vous avez le contexte de ces choses, après, il faut s'organiser pour pouvoir répondre. Parce que faire des propositions, la méthode des avocats aujourd'hui, de maître Philippin et d'autres consorts ici, Villers, etc., n'est-ce pas, c'est d'essayer de noyer le poisson. Puis on dit, nous, on est super généreux, les entreprises. On vous donne un mail, vous nous envoyez toutes vos propositions, puis on va les mettre en forme. Allons-y. Qu'est-ce que ça donne ? Personne ne sait parce que tout le monde le fait dans son coin et puis il n'y a rien de structuré. Puis à la fin, ces propositions, elles sont utiles à la direction, sauf qu'elles sont 0 d'utilité pour pouvoir éviter les licenciements. Parce que la loi,
elle dit quoi? C'est marqué dans la loi. Elle dit que ces propositions que vous devrez faire, elle a 3 objectifs. Elle les définit, la loi. Elle dit, le premier objectif, c'est d'abord d'essayer d'éviter les licenciements. Ça, c'est l'objectif suprême, 0 licenciement. Le deuxième objectif, si on n'y est pas arrivé dans l'évaluation, certains ils lâchent tout de suite, d'autres, au bout de 10 jours, 5 jours, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas y arriver. Alors on passe au deuxième élément qui est limiter le nombre des personnes licenciées. Voilà, on prend acte, on se dit, bon, on ne va pas arriver avec ce qu'on a comme élément, malheureusement à sauver tous les copains, mais alors on peut quand même en sauver pas mal. On peut quand même faire un exercice où on peut sauver peut-être la moitié, les 3 quarts, 80% des emplois. Donc allons-y de ce volet-là. Mais alors ça implique que le troisième volet de la loi se mette en marche, qui est limiter les conséquences d'un licenciement. C'est tout simplement un plan social qu'on doit rédiger. On doit faire les 2 choses en parallèle si on n'a pas réussi le premier objectif. Mais d'abord, on ne va pas parler d'un plan social si on n'a pas tout mis en œuvre pour essayer d'éviter les emplois. Ça, c'est capital. Vous devez vous dire d'abord, on essaie de regarder les emplois. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'exercice, qu'on est bien rodé, qu'on a les chiffres en main, qu'on est bien structuré, qu'on a commencé un rapport, on passe au deuxième volet. Et ça, c'est les salariés qui le décident, ce n'est pas le syndicat. Parce que nous, on n'est pas là pour accepter des licenciements, on est là pour vous suivre. Donc les assemblées du personnel, les salariés décident. Malheureusement, on ne va pas arriver à sauver tous les emplois. On n'a pas quelque chose de structuré, des propositions concrètes, crédibles pour sauver des emplois. Alors on est malheureusement obligé d'admettre qu'il y aura des licenciements. Maintenant, on a des pistes intelligentes pour faire des réductions de coûts et limiter le nombre. Donc, on veut passer sur les 2 volets. Le volet limiter le nombre, il prend pas mal de temps, on continue de travailler là-dessus. Par contre, le volet plan social, ça, je peux vous garantir, ça se fait assez facilement. On a des projets, on a des canevas, enfin disons, il faut juste savoir un peu les attentes des gens, mais en dehors de ça, le plan social n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps pour faire la proposition à votre direction. Ce qui prend plus de temps, c'est la négociation du plan social, parce qu'une fois qu'on a fait des propositions, évidemment, ils ne sont pas d'accord sur toutes. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc ça, c'est les dispositions légales en tant que telles. Et vous serez chargé, après on discutera de la stratégie, donc de vous organiser pour faire ces propositions, vous salariés, accompagnés du syndicat. Et là, s'entamera tout le processus de consultation avec des modèles que nous prônons. Et ça exigera, dans la partie stratégie tout à l'heure, que vous soyez armés, que vous soyez organisés, que vous soyez vraiment motivés à le faire, que vous soyez... mais c'est extrêmement important pour que ça marche. Il faut que tous les ingrédients y soient. Il faut faire des décisions par les assemblées du personnel. Il faut que votre syndicat soit représentatif dans l'entreprise pour les négociations, parce que c'est aussi essentiel, ça, c'est clair. Hein. Si Valérie discute pour 5% des gens de la RTS, si elle discute avec 80% des gens qu'elle représente, ce n'est pas la même écoute qu'une direction est là, qu'on le veuille ou non. Et puis, il y a aussi derrière le fait que ce soit les salariés qui doivent décider. Il faudra que des personnes s'impliquent, que des groupes de travail soient organisés, mais pas maintenant quand la direction doit faire la restructuration, c'est pour ça qu'on vient d'appeler la stratégie, mais bien au moment où vous avez reçu le document. Sinon, vous vous grillez. Et ça, il faut quand même éviter de se tirer une balle dans le pied. C'est un peu ce que fait. Et ça, c'est les avocats qui ont appris aussi pour les directions. Eux, ils défendent les directions, nous, les syndicats, on défend les salariés. Ils ne sont pas très inventifs parce que la loi n'est pas très épaisse. Donc, les combinaisons pour les avocats autour, vous savez, ils ne sont pas si multipliés que ça. Hein. La loi, c'est quelques articles de loi, ils gravitent là autour, ils essaient juste de faire en sorte de vous noyer le poisson, de faire en sorte que vous puissiez vous défendre le moins possible, et puis que la direction puisse avoir le maximum de marge de manœuvre, parce que c'est plus facile de discuter au sein d'un conseil d'administration ou de direction que de décider ou de devoir discuter avec des assemblées du personnel représentatives de plusieurs sites chez vous en Suisse. La première chose qu'il faut que déjà vos collègues comprennent, c'est que le rôle d'une direction, c'est d'appliquer une stratégie d'un conseil d'administration avec des directives qui sont données et puis de les mettre en œuvre. Alors quand une direction elle a besoin de groupes de travail pour faire son travail, c'est que ça pose un léger problème sur ce niveau de salaire dans ce cas-là, parce que c'est quand même de son ressort. S'ils n'arrivent pas à faire ça tout seul, accompagné de consultants, et puis de faire leurs propositions au départ, alors c'est qu'ils ils ne méritent pas leur salaire. En tout cas, c'est ce que ça me donne comme sentiment de l'extérieur. Maintenant, est-ce qu'il faut s'opposer à ça? Moi, je suis tout à fait de ton avis, non. Je pense qu'il faut laisser faire. S'ils ont aussi peu d'ego pour se dire « j'ai besoin des salariés, je ne sais pas faire ce travail, je ne sais pas faire mon travail de directeur sans avoir les salariés à mes côtés pour le faire », parce qu'on n'est pas dans la restructuration d'une petite équipe, on est dans une vraie restructuration où, si j'ai bien compris, il y a 50 millions d'économies à trouver, 100 millions. Donc
Le Conseil fédéral, ou disons, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans la structure, les personnes qui ont dit maintenant on enlève de la redevance, il y aura moins d'argent, leur ont donné ces directives et ils se sont adressés à eux, pas aux salariés. Ils se sont adressés à une direction. Ils ont dit maintenant, Monsieur Gilles Marsan, vous aurez 50 millions à trouver. 100 millions, faites-nous une proposition pour que la RTS tourne avec moins de mesures d'économie. Ils ne sont pas adressés aux salariés de la RTS. Vous faites votre travail de caméraman, de preneur de son, d'administratif, etc. dans votre structure. Ce n'est pas votre métier. Le métier d'un directeur, c'est ça. Moi, ce qui me surprend chez vous, c'est que s'ils le font à ce stade-là, puis qu'il l'a fait, bon, c'est bien. S'il a une idée en sortant d'une assemblée où vous avez fait ça à Genève, puis qu'ils se disent, les groupes de travail sont une bonne idée, ça veut dire qu'il l'admet peut-être pour la suite. C'est là qu'on verra après, pour la suite, s'il aura autant d'ardeur pour mettre en place des groupes de travail. S'il a des avocats avec eux, je doute que ce soit aussi simple que ça pour avoir dans le temps de travail autant d'élan. Mais ils auront perdu 2 fois du temps. Ils auront eu des travailleurs, des salariés pour faire les groupes de travail, pour faire leur travail, puis après ils auront des salariés pour aller, qui seront peut-être des autres, tant pis, pour, disons, faire d'autres propositions. Après, c'est l'intelligence. Je pense que si ces personnes voient qu'à un moment donné, dans leur rôle qu'ils auront près de la direction sur ces choses-là, ça va toucher des emplois, etc., alors il faudra qu'ils soient un petit peu sur la réserve. Parce que, je veux dire, voilà, c'est à ce moment-là qu'ils sauront s'ils vont contribuer à des dissociements ou pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien essayer d'imaginer, discuter d'un certain nombre d'organisations dans l'entreprise avant pour aider la direction à faire son projet. Après, de là à répondre à des mesures d'économie ou bien de discuter de quel département on doit licencier la moitié ou le 3/4, ça, ce n'est pas du rôle des salariés. J'imagine mal que les collègues, à un moment donné, s'ils sont confrontés à ça, avec vos directions, vont rentrer dans ce jeu, ou peut-être quelques-uns, des cadres supérieurs. Mais bon, voilà, s'ils le font, ils le font. Après, ils auront peut-être aussi, dans la deuxième étape, une vision, ça peut être aussi utile, de l'autre côté, s'ils font ça, de ce qui s'est discuté avant. Ils auront les 2 bouts de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils vont aussi peut-être leur donner des intentions qui seront peut-être utiles par la suite. Vous serez dans une situation probablement assez atypique, mais c'est déjà arrivé dans d'autres entreprises où, ma foi, dans le processus, il y aura des collègues qui auront été associés, ils auront eu des informations qui leur auront été données à ce moment-là. Ils pourront vérifier si ces informations sont les mêmes après ou s'ils se font mener en bateau dans la deuxième partie. Donc peut-être aussi ça peut être utile si les gens vont aux 2 endroits. Bon, finalement, à la fin, ils sauront déjà ce qu'ils veulent et puis vous aurez peut-être aussi la possibilité d'avoir ces personnes dans la deuxième partie, certaines de ces personnes dans les groupes de travail, pourquoi pas. Je pense, disons là, à ce stade, il ne faut en tout cas pas baisser les bras. Je pense que c'est peut-être réfléchir au niveau stratégique dont on m'a parlé tout à l'heure, c'est comment, avec ce qui se passe aujourd'hui, vous devrez vous orienter. C'est constamment ça. Vous qui avez l'habitude des films, etc., mais on est vraiment dans des scénarios de films. Mais c'est vraiment qu'on doit improviser en temps réel. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire le lendemain, en fonction de la réaction du document que vous avez reçu, comment il faut vous réorienter, et ça, vous aurez à le faire constamment, parce qu'ils essayeront toujours, ça c'est sûr. La RTS est différente de ce que vous avez comme matière première, c'est-à-dire la culture, etc., qui existe assez peu dans l'industrie, qui n'est pas le cas dans l'industrie, etc. Donc la matière première que vous avez, peut-être d'organiser le lien avec le service public, ça c'est quelque chose qui est différent. Mais l'organisation de votre entreprise, il y a longtemps que chez Novartis, on était à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des travails d'équipe, etc., qu'on a organisés. Ça, ce n'est pas un souci. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas un souci, parce qu'en plus, chez vous, vous avez des moyens, des caméras qui sont là, de pouvoir faire plusieurs assemblées. Vous prendrez les décisions à coup de plusieurs assemblées du personnel, et ça s'organise. Pareil pour les groupes de travail. Les groupes de travail, la direction, elle devra libérer des gens à un moment donné. Et puis là aussi, ce sera tout au départ, comment vous allez vous mettre les moyens pour pouvoir y parvenir. Mais vous savez, dans l'industrie, c'est quelque chose qu'on vit, mais au courant, vous n'êtes pas différent des autres. Vous êtes salarié comme tous les autres dans les entreprises. Vous avez un problème de restructuration comme tous les autres dans les entreprises. Vous avez les dispositions légales qui sont identiques. Ça ne change rien. Et la seule chose que vous aurez de différent par rapport aux entreprises, c'est l'analyse de votre entreprise que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que vous voulez en faire et comment vous allez faire des propositions qui soient intelligibles, qui soient comprises par la direction en face, qui soient structurées, crédibles. Ça, c'est le fondement de la chose. Et disons, ceux qui pourront travailler dans les groupes de travail le feront, mais il faut tous les autres derrière. Parce que, je l'avais dit à Genève, ça ne peut pas être seulement la délégation et seulement les groupes de travail, mais chacun avec ses possibilités et ses disponibilités. On a
des choses par rapport à 2000 qui se sont développées de manière considérable, les mails, les moyens informatiques, WhatsApp, toutes ces choses-là sont des choses extrêmement utiles. Moi, je crée un groupe WhatsApp à chaque fois. Là, on avait un groupe avec tout le personnel, qu'avec la délégation, etc. Et puis, on gère ces choses-là. Alors, après, vous allez me dire, oui, c'est pas gérable. Mais après, les gens sont disciplinés. On n'est pas dans des groupes WhatsApp de loisirs. Les gens savent très bien qu'ils nous donnent dans ce groupe WhatsApp seulement un document qu'ils ont reçu dans ce département. On a l'information. Une question, etc. Et ça, on ne va pas parler des vacances. Donc moi, j'ai très peu de problèmes. J'ai sur mon smartphone ici, je peux vous montrer. J'ai les groupes de WhatsApp de la plupart des entreprises. C'est extrêmement calme. Les gens sont disciplinés et ça marche très bien si on fixe les règles au début. Alors je ne sais pas chez vous s'ils sont capables de discipliner. Et puis après, vous avez les possibilités de diffuser aussi des messages. Moi, je sortais des négociations, je prenais WhatsApp, j'expliquais en 5 minutes ce qui s'était passé, je balançais ça sur le groupe, tout le monde avait l'information. Bingo! Valérie, elle sort de négociation, il s'est passé ça avec Gilles Merson, je vous conseille de faire ça, organisez-vous demain assemblée. Pas s'emmerder, c'est fait. Ils sont démunis, les directions, face à ça, parce que c'est fait en dehors, ils ne maîtrisent pas. Et chez Generali, on avait utilisé ça. Les assemblées du personnel, ils avaient les informations par ces moyens technologiques. Alors, chez vous, vous les connaissez très bien. Hein. Et puis, chez Yahoo, ailleurs, on faisait ça avec des visioconférences. Voilà, on organise les choses. Le syndicat, il fournit les moyens, on essaie de trouver. Et puis, les gens ont l'information. Après, ils peuvent décider. On peut faire des votes par mail, on peut utiliser des outils de vote par informatique rapides, discret. Donc il y a tous ces éléments-là qui, pour en tout cas des entreprises comme la vôtre, pourront être utilisés, où les gens n'ont pas besoin de forcément se déplacer, parce que c'est souvent ça qui est un peu ennuyeux, au fond. Alors, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que dans une entreprise, au moment où il y a l'annonce qui est faite, Valérie va convoquer une assemblée du personnel. Le rôle du syndicat, ce sera de le faire, indépendamment de savoir si la direction est d'accord ou pas. L'assemblée du personnel, c'est l'endroit où les gens décident. Ça, c'est déjà le premier point que les gens doivent comprendre. C'est qu'il y a des moments où les salariés dans une entreprise décident. Quand on va décider des choses, la population suisse, et Bilag en est l'exemple, n'est-ce pas, décide que ceux qui votent. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il faudra que tous vos salariés le comprennent, tous vos collègues le comprennent. C'est que quand Valérie va convoquer le personnel, les décisions se prendront dans ces assemblées du personnel, puisque c'est le partenaire qui va discuter a priori avec la direction, chez vous quand même, la SSM est assez reconnue comme étant un partenaire, donc ceux qui seront dans l'assemblée décideront pour les autres. Qu'ils soient 10, qu'ils soient 100, qu'ils soient 1000. Moi, dans une entreprise, quand j'avance uniquement avec ceux qui sont dans l'assemblée du personnel, c'est que eux qui décident. Et à ce moment-là, la direction a aussi tout intérêt, parce qu'ils le comprennent aussi chez Generali, c'est que si vous décidez qu'avec les 10 plus fâchés, alors, pour Valérie, les décisions vont être un peu plus dures, parce que vous avez que les gens fâchés, que si vous avez une décision où il y a tout le monde dans la salle. La première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on fait voter le personnel, savoir est-ce qu'il donne mandat au syndicat. Ça, c'est la première action que vous aurez à faire. Là, comme ça, c'est indispensable. Vous devez donner mandat à votre syndicat tout de suite, pour éviter qu'il soit sorti. Nous, on le fait toujours. C'est la première réaction qu'on fait dans une assemblée du personnel. On donne mandat pour suivre la restructuration à notre syndicat, qui doit, tout au long du processus, organiser. Et puis, vous devez élire une délégation de négociation également, si elle n'est pas formellement élue, parce que c'est des gens qui vont fonctionner avec Valérie pour pouvoir après fonctionner. Et puis ça, ils ne peuvent pas aller contre. Vous avez vu, il vous l'a expliqué. Ils essayent d'aller contre. Ils essayent de dire c'est pas reconnu. Sauf qu'ils auront, sur ce site-là et à Genève, aucune légitimité auprès de M. Vaudot, du département de l'économie, ni de Lebas, parce que si une assemblée du personnel qui était... la question, c'est qu'elle doit être convoquée dans les formes. Et Valérie, qui connaît très bien le boulot de syndicaliste, elle ne va évidemment pas cibler que les personnes syndiquées. Une assemblée générale doit être une assemblée où elle a mis les moyens en œuvre pour convoquer tout le personnel, pas seulement les gens syndiqués, pour que ce soit reconnu. Ensuite, viennent qui veulent, et si les gens ne sont pas venus, eh bien, ils subissent les votes. Et ça, vous aurez zéro problème avec le département d'économie, ils peuvent venir avec tous les avocats qu'ils veulent, vos votes seront connus. Et puis comment ça se passe? Parce qu'ils essaient de contester, oui, mais la représentativité, etc., etc. Alors s'ils veulent contester cette assemblée qu'il faut protéger, vous avez plus même le moyen de filmer, tellement si encore c'est encore mieux chez vous, l'assemblée du personnel. Eh bien, dans ce cas-là, on fait valider par un notaire. Maître Svallen est habitué à ça avec les multinationales ici, et puis on prend, du moment que le vote a été fait de manière sérieuse, qu'on n'a pas mis un pistolet sur la tempe aux gens qui devraient voter pour le syndicat, eh bien voilà.
Et puis, évidemment, il faudrait quand même que les personnes qui donnent mandat au syndicat ne fassent pas dans une proportion de 50,01, quoi. C'est un peu ennuyeux, quoi. Parce que c'est pour Valérie plus compliqué. Par contre, vous allez peut-être avoir un problème, et ça, vous devez vous organiser. Parce que dans une entreprise, comme chez Generali, il y a le problème de la représentativité. Et ça, on est obligé d'en parler. Enfin, c'est toujours le plus compliqué. Mais même chez Generali, les gens qui... Enfin, moi, j'avais une assemblée de gens en cravate qui n'avaient jamais vu le syndicat. Quand vous leur dites qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser, oui, mais ça veut dire qu'il y a un acte de s'inscrire au syndicat. Puis ça, les gens ne le sont pas. Mais ils le comprennent très bien. Hein. Il y en a 100 qui sont inscrits tout de suite. Parce que si Valérie représente que 10% de vous, salariés de la RTS, de ce site, alors évidemment c'est plus compliqué pour elle après de se faire entendre. Si elle représente 70-80% de vous ici, ça veut dire qu'ils n'ont plus le choix d'entendre. Et ça, la représentativité, elle est individuelle, personne ne sait qui est syndiqué et qui ne l'est pas. Et puis le même notaire, on le fait, moi je l'ai fait chez Alexion, chez toutes ces entreprises qui ne connaissaient pas le syndicat, on l'a fait, les gens ont fait l'exercice de se syndiquer. Après on a, avec le notaire, pris le nombre de personnes salariées du site, ensuite, le nombre de personnes qui sont inscrites au syndicat, ça donne la représentativité. Parce que ça, alors par contre, le bas et l'État de Vaud, ils aiment quand même bien que le syndicat représente. Sinon, ils me disent, ouais, monsieur Lefebvre, vous êtes bien sympa, mais vous représentez 10% des gens. Hein. Ce que j'ai remarqué dans toutes les entreprises où j'ai procédé à des restructurations, c'est qu'il y a un axe qui est essentiel, c'est qu'au moment où vous devrez répondre à ce projet qu'aura proposé la direction, il y a zéro tabou. Ça, c'est déjà le premier projet. Vous devez, tous les salariés, chacun de vos départements respectifs, vous mettre à la place d'un directeur. Et de dire, dans cette RTS, ma RTS, comment moi je ferais. Pas comment eux ils ont fait. Il faut s'en foutre totalement pour une partie des propositions, pas toutes. Il faut analyser les propositions qu'ils ont faites, pouvoir contester et puis faire une analyse de risque sur ce qu'ils proposent. Ça, c'est une partie de l'analyse. Puis l'autre partie est constructive, simplement. Elle est de dire, nous, pour faire des mesures d'économie, pour que ça aille mieux, pour que ça, enfin, etc., toute une série de réponses à la situation que vous allez répondre, il faudra faire vos propositions. Et c'est rare. C'est un des seuls moments où les salariés peuvent diriger leur maison. C'est-à-dire que là, 18 jours, c'est votre maison. Il n'y a pas de direction, c'est vous les directeurs. Et ça, c'est essentiel. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé chez Novartis ailleurs, où on est parti sur un business plan, on est parti sur nos propositions qui sont les nôtres, celles des salariés, sans s'occuper de ce qu'ils ont proposé, parfois complètement ailleurs. Chez Generali, c'était tout différent. De ce qu'avait proposé la direction, et ça a marché. Pourquoi ? Parce qu'on a pu le démontrer, le chiffrer, et puis on s'adressait au conseil d'administration, ou on s'adressait à des gens qui n'avaient pas construit ça. C'est-à-dire qu'il y a une direction, et puis derrière, il y a un conseil d'administration qui peut-être peuvent se dire « Ah, mais finalement, ça, c'est pas si bête que ça. » Parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. On a parfois des choses que les salariés disent pendant 10 ans, mais si vous faisiez ça, vous créez tant d'économies, et puis si on enclenchait tel processus, ça marcherait beaucoup mieux, mais ça se heurte à une hiérarchie intermédiaire qui, eux, ne veulent pas le faire. Sauf que quand ça arrive à Gilles Marchand, lui, il se dit « Ah, mais si on m'avait dit, moi, je le fais. » Le conseil d'administration, parfois, ils disent « Ah, mais oui, finalement, c'est intelligent, mais ça va juste bloquer entre deux. » Des fois, ça bloque au chef. Et puis surtout, ce que vous aurez comme chance, que non pas la direction, quand les salariés sont dans ce genre de situation, alors c'est que vous pourrez, vous, vérifier que ce que vous proposez, parce que c'est essentiel, soit accepté transversalement. C'est-à-dire que quand on veut mettre en place parfois un processus, ça a des conséquences sur un département derrière. Et dans ces groupes de travail, dans une situation de crise, c'est ce qu'eux ne vont pas arriver à faire. C'est pour ça qu'ils peuvent très bien prendre des collègues pour faire cette première partie. Pour arriver. Mais à la fin, il y aura une sanction qui sera X personnes licenciées. Vous serez sur la deuxième partie où, ma foi, vous aurez un chiffre, vous aurez quelque chose, un projet à répondre. Et puis là, il y a le feu, parce que là vous n'avez plus que 18 jours, les gens vont devoir se mettre ensemble forcément pour faire des propositions et répondre à ça et améliorer la situation dans une situation de crise, et les choses s'organisent un peu différemment. Et c'est à ce moment-là que vous sortirez vraiment les choses, parce qu'eux, ils ne vont pas sortir les choses forcément en totalité dans ces groupes. L'organisation, je ne sais pas comment ils vont le faire, la direction, mais il faudra qu'ils fassent attention à une chose. Moi, je vous le dis quelque chose ici devant la caméra, c'est que s'ils ont quelques avocats, il est possible, même probable, que vous ayez comme par hasard le document qui va sortir au mois de juin. On sortira ce que je vous dis là aujourd'hui. Parce que les quelques avocats, les consultants vont se dire le moment le plus propice d'annoncer
au personnel, n'est-ce pas? Gilles Marchand, je ne suis pas sûr qu'il ait l'habitude de procéder à une restructuration, donc il va forcément s'appuyer sur des consultants ou des gens externes. Ce n'est pas interdit. En plus de ça, ce n'est pas interdit pour une direction de le faire, même au service public. À ce stade, ça va être difficile de passer outre. Mais c'est aussi un avantage. Moi, je pense qu'il faut voir ça comme ça. C'est que ce que je peux vous dire, c'est que les consultants qui ont fonctionné, Mike Nista vous le dira, je pense lui-même. Boston Consulting Group, qui n'est pas une entreprise les moins réputées au monde, n'est-ce pas, qui ont commencé à travailler à l'époque pour le groupe SIG, la première fois qu'ils voulaient se séparer du site là-bas. Mais au bout de 5 jours, ils n'avaient pas la connaissance, même s'ils ont eu des personnes qui ont travaillé, comme vos collègues qui ont travaillé de l'entité Sapal sur place, sur le site, qui se sont fait laminer. Et la direction de SIG, quand on était en négociation à Lausanne, dans un bravo hôtel de Lausanne, eh bien, ça a duré 2-3 heures. On a fait une deuxième négociation, la direction elle les a foutus dehors. Parce qu'il avait compris qu'ils ne pouvaient pas aller contre... Ces gens ne sont pas si bons que ça. Il ne faut pas... Anderson Consulting. Donc, c'est des fois assez utile d'avoir ces gens, finalement, parce qu'ils sont tellement mauvais, c'est pas qu'ils sont bons, ils sont tellement mauvais, par contre, ils ont une caisse très chère, par rapport, quand je dis ils sont tellement mauvais, mais par rapport à ce qu'une capacité des salariés peut faire en période de crise et la capacité d'analyser de leur entreprise, de vous, salariés. Ça, ils ne peuvent pas faire le poids. Je suis très optimiste pour vous pour plusieurs raisons. Première chose, c'est que vous avez une capacité intellectuelle, des personnes qui ont dans votre maison certainement des compétences, chacun dans leur département, insoupçonnées. Et quand vous cumulez ça, l'intelligence des salariés collectifs, ça a une puissance de frappe, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer, et les directions ne s'imaginent pas. Elle est d'autant plus importante quand on a le feu aux fesses. Elle est démultipliée dans toutes les entreprises où je suis allé, et puis il n'y a plus tellement de hiérarchie, cadre, pas cadre, salarié, etc., y compris chez Novartis où c'est très vertical, mais extrêmement vertical dans leur façon de fonctionner à l'américaine, il n'y avait plus du tout. C'est-à-dire que le concierge avait autant d'importance que celui qui était chef du département comptable, etc., etc. Et le fuseau d'informations. Maintenant, chacun, si vous mettez vous dans vos départements, si la direction ne veut pas donner les chiffres, bien sûr qu'il faut se battre pour obtenir un maximum d'informations. Si après ils ne veulent pas donner les informations, ce qu'on a toujours fait, ce qu'il vous faudra faire dans tous les cas, puisqu'ils ne vous donnent pas les chiffres, une fois qu'on a fait le bras de fer, il faut quand même continuer parce qu'on peut soit baisser les bras puis se dire on n'a rien, on arrête, ce qui est la pire des erreurs possibles. On se bat pour obtenir les informations. Si après on n'arrive pas, on essaye quand même de continuer à travailler parce qu'après le timing il s'arrête, les 18 jours. Ils essayent de faire ça, ils essayent de vous démotiver pour les informations, pour que, évidemment, le temps passe, puis qu'après, le couperet tombe. Jamais il faut tomber dans le plat. Donc, vous continuez à travailler et vous prenez vos chiffres. Vous allez vers les collègues, vous allez chercher les informations, etc. Ils ne veulent pas vous donner la masse salariale. Très bien. Ce qu'on a fait chez Novartis, c'est dit, puisque vous ne donnez pas les salaires, alors on va réunir tout le personnel. Comme ça, ils ont perdu une demi-journée. Ce n'était pas une grève, c'est une assemblée du personnel. On n'a pas fait de grève. Puisqu'on n'a pas les moyens, on réunit tout le personnel dans la salle chez Uniglobal, on demande à chacun sur un papier pour le syndicat de mettre leur salaire. Ils ont tous mis leur salaire. On a pris ça, on a fait le salaire moyen, on avait notre salaire moyen. Personne, y compris à la RTS, ne veut détruire son outil de production, ne veut détruire sa matière première, veut quitter l'entreprise. Donc tout le monde est assez intelligent pour fonctionner. Chez Generali, quand on faisait les assemblées, évidemment, que je vous expliquais pour les salaires, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que les personnes qui étaient à la réception pour le téléphone, ils ont donné leur salaire aux autres, mis ça dans une enveloppe, ils me l'ont remis, ça fonctionnait, les téléphones fonctionnaient, service minimum, on l'assure. Je pense que comme ça, on ne se met pas tout le monde à dos. Et puis ça, c'est l'autre chose. Si vraiment il devait y avoir une interruption des problèmes, c'est qu'il y aurait urgence. Je pense que vous ne serez pas dans un cas où il y a une rupture de dialogue assez difficilement chez vous. Donc je pense que l'intelligence, elle est aussi là. C'est comment on peut un peu montrer qu'on va quand même le faire, même si vous ne le donnez pas, tout en faisant en sorte que ça fonctionne de manière minimum. Et puis en permettant aux autres collègues de le faire. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit. Valérie, elle fera 3 assemblées. Mais il faut que tout le monde, au fond, quand ça se commence, soit prêt à faire cette assemblée du personnel. Au moment opportun, il peut le faire. Ce n'est pas obligé d'avoir une assemblée où il y a tout le monde qui est réuni puis on arrête la télé. Non, ce n'est pas ça que je vous ai dit. Et chez Bob's, d'ailleurs, on a essayé de faire des assemblées aussi qui correspondaient à des moments où on n'embête pas tout le monde dans la production, ou bien s'il y a une grosse machine à livrer qui pouvait avoir des péjorations pour l'entreprise, on la laisser faire. Enfin, tout ça, on réfléchit. Ça, c'est vous qui devez le faire en toute bonne harmonie intelligente. Par contre, on ne laisse pas la direction vous blouser dans le temps, parce qu'il n'y a rien de pire que de rien faire parce qu'on ne donne pas les informations, parce qu'après, ils attendront que ça. C'est que finalement,
votre rapport qui devait faire 50 pages, ce sera la page A4. Et puis, après, ils auront tout le jeu de dire, la direction, ah oui, mais alors nous, on leur a laissé le temps de s'organiser, mais finalement, la seule chose qu'on a, c'est 2 pages. Oui, il ne faut pas faire des licenciements. Non, ça ne marche plus. Moi, j'ai essayé avant, je vous le dis. Avec le recul, je me dis, bon, voilà, c'est des erreurs de jeunesse, mais ça ne suffit pas à dire, on ne veut pas marcher dans leur projet de restructuration. On a le droit de le penser, qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils proposent, mais encore après, il faut dire pourquoi, quels sont les risques de la proposition qu'ils font, et puis quelle est surtout la proposition, et ça c'est essentiel, les propositions que vous allez faire en contrepartie. Parce que sinon, pas content, ça... Il y a des personnes qui peuvent, à certains niveaux, être au front devant, et c'est bien, c'est la majorité des gens, et il y a des autres personnes, notamment au RH, dans les finances, etc., qui ne peuvent pas y être. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à confidentialité, il y a toute une série d'aspects qui sont là. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas utiles dans la consultation et qu'ils ne vont pas vous donner les informations. C'était comme ça chez Novartis, c'est la même chose, ou chez Generali. Il y a des départements qui se sont mis à disposition, mais ils vont le faire de manière anonyme ou de manière discrète auprès de Valérie du syndicat, parce qu'ils ne veulent pas s'exposer auprès des autres collègues, ils veulent une protection comme vous pouvez le connaître dans la presse, les sources doivent être protégées. Par contre, quand vous leur posez une question, ils vous répondent. Il faut les deux. Il faut les personnes qui montrent qu'il y a une présence derrière le syndicat. Ça, c'est la présence aux assemblées. Il faut les personnes qui soient au front dans les groupes de travail, mais ça va être vraiment des personnes très structurées, capables de rédiger des rapports, qui savent pour les infrastructures, des électriciens, des gens comme ça qui peuvent faire des calculs techniques de mesures d'économie, etc. Donc ça a des profils spécifiques, ces gens sont les travailleurs du rapport. Et puis derrière, il y a les gens qui peuvent aussi organiser. Et puis il y a ceux qui sont très utiles aussi simplement dans les relais. Je ne sais pas trop comment ça va articuler, mais un élément central vis-à-vis de votre direction et puis surtout du Conseil fédéral, parce que ceux qui demandent aujourd'hui des réductions chez vous, ce n'est pas Gilles Marchand. Lui, à l'extrême, il y a aussi un élément qu'il faut voir chez vous, c'est qu'il est dépendant d'une demande du Conseil fédéral. Donc moi je pense que le premier responsable chez vous, c'est pour la cohésion nationale, pour la démocratie, etc., c'est le Conseil fédéral qui a laissé passer des choses et puis qui agit peut-être pas suffisamment bien pour protéger sa maison RTS qui est là pour toute la Suisse. Donc, la population suisse qui a quand même répondu à 70%, c'est un bon signal pour vous. Et donc, vous aurez la population derrière, et des personnes, peut-être administratives, vont activer des relais, parce que peut-être qu'à un moment donné, il faudra une manifestation, il faudra des gens qui vous soutiennent, ça, ce sera indispensable. La mobilisation, elle est indispensable pour la représentativité. Vous devez faire votre travail à l'intérieur. Les gens doivent se syndiquer. Je pense que vous devez donner la force à votre syndicat. Ça, moi, je suis convaincu. Après, bon, voilà, vous me direz, c'est mon métier de syndicat de vous dire ça, mais ça, c'est essentiel pour qu'ils sachent qu'ils sont appuyés par les syndicats derrière. Ensuite, la population doit faire son travail de soutien, elle, à son média. Elle le fera. Elle le fera. C'est bien parce que vous aurez des gens qui vont relayer, qui vont faire ce travail en marge des groupes de travail. Aujourd'hui, je pense que d'essayer de réfléchir pour eux, parce qu'on n'en sait rien du tout, est-ce que c'est 50, 100 millions, laissez-les arriver. Ça, je pense que c'est pour vous, aujourd'hui, c'est ça. L'autre chose que vous voudrez, moi je pense que ce sera plus urgent de se préoccuper de ça, c'est de savoir est-ce qu'ils vont le faire le 30 juin quand tout le monde sera en vacances, parce que là vous allez tous dans la mouise. Hein. Et ça peut-être que de leur dire que déjà vous avez vu venir la chose, et peut-être que le syndicat leur dise si vous nous faites une proposition, sachez que nous on sera extrêmement vigilants sur les délais, et puis qu'on ne va pas accepter qu'une proposition soit faite le 30 juin comme certaines entreprises, parce que ça c'est de la mauvaise foi, je m'excuse. Hein. Ou alors ils le font le 30 juin, mais vous considérez que le premier jour de la consultation part au mois de septembre. Les gens partent en vacances. Le problème, c'est que les gens vont avoir une annonce au mois de juin. 150 personnes licenciées vont devoir partir avec ça sur les épaules l'été. Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent de leur part, parce que c'est franchement pas sympa. C'est comme quand on doit partir en vacances, de savoir qu'on peut être potentiellement licencié avant Noël. Donc je pense qu'ils devraient, s'ils étaient intelligents, dire on remet la proposition le 1er septembre et puis on laisse jusqu'à fin septembre au minimum pour faire des propositions. Comme ça, vous avez le temps de vous organiser pour les groupes de travail. Vous savez qu'à la rentrée, vous avez déjà nommé les personnes dans les groupes de travail et puis vous pouvez vous organiser. Ça, s'ils veulent, si comme vous le dites, effectivement, ils veulent essayer de bien faire, ça c'est le timing pour bien faire. Parce que comme ça, les gens ne savent pas, parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a 100, 200, 50 ou 300 personnes concernées, c'est pour partir en vacances en famille, ça ne va pas.
Parce que on a la présentation d'un rapport où peut-être on va éliminer 2 départements, même si on sait qu'après on peut encore faire des propositions, ce n'est pas correct, je trouve inhumain. Alors voilà, moi je pense s'ils peuvent simplement déposer ça au mois de septembre, ça montrerait au niveau des collaborateurs une certaine compassion quand même. Si dans le timing, vous avez le dépôt qui est fait au 1er septembre, voilà ce qu'on compte faire, voilà ce que ça va donner. Il va y avoir sur le site de l'RTS à Lausanne 50 personnes concernées, 200 à Genève, etc. Ça, c'est leur prévision, hein. C'est un projet de licenciement auquel vous aurez des réponses. On donne à tout le monde de manière transparente. Voilà le nombre d'économies qu'on veut faire. Voilà, maintenant vous pouvez vous organiser et puis à partir de là, vous pouvez nous demander les informations utiles pour commencer. Ça, c'est correct. En un mois, vous aurez terminé la réponse. En 10 jours après, il vous redonne la conclusion. Vous pouvez encore faire des remarques. Ça veut dire qu'à mi-octobre, c'est terminé. La direction sait exactement sur quel pied danser et puis quels sont les projets qu'ils devront mettre en place pour là-bas. Ça revient au même que de donner au mois de juin puis de laisser un espace entre deux où tout le monde est... Mais non, mais ce n'est pas humain. Il faudra que les collègues comprennent aussi, parce que quand vous aurez reçu la sanction de combien de personnes seront licenciées éventuellement, il ne faut surtout pas avoir le nom des personnes, parce qu'à ce stade, si on veut essayer de regarder, pour éviter les personnes licenciées, on ne veut pas être licencié et délicencié. Ça ne nous intéresse pas de savoir qui est concerné. Il ne faut jamais, jamais accepter des listes des personnes licenciées dès le début. Puis ce serait stupide de la part de la direction, parce que tout le monde comprend assez bien quand on explique qu'on ne peut pas avoir un nom, enfin les départements concernés ou les listes de personnes licenciées, puis après on fait des propositions, puis les gens sont délicenciés. C'est inhumain, ça ne va pas. Hein. On peut avoir les personnes licenciées qu'à la fin du processus, quand il y a une décision finale de la direction. Ça, c'est déjà le premier élément. Et puis, ce que vous devez savoir aussi, c'est que quand vous allez décider en assemblée du personnel, alors, ceux qui ne viennent pas aux assemblées du personnel, qui que ce soit, eh ben, il va subir les décisions. Comme en Suisse, voilà, je veux dire... Le plan social n'est pas l'axe qui prend énormément de temps. Par contre, il faut qu'il soit rédigé avec une précision d'horloger, parce qu'il y a des éléments essentiels, comme la fiscalité, etc., dont beaucoup de gens oublient. Toutes les entreprises aujourd'hui sont extrêmement généreuses. Parfois, elles disent « Ah, mais moi, je vais donner 6 mois de salaire. » Mais qu'est-ce que ça implique ? On oublie trop souvent que si on vous met un plan social, on vous met 6 mois, même 1 année de salaire, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe simplement, si vous faites un calcul, vous avez 100 000 francs de masse salariale annuelle, on vous propose 6 mois de salaire, donc on rajoute 50 000 francs. Sur l'année où vous êtes licencié, vous avez donc à la fin de l'année un revenu de 150 000 francs. L'année suivante, vous vous retrouvez au chômage. Qu'est-ce qui se passe au niveau fiscal ? Vous avez payé des impôts en étant avec 30% de perte, n'est-ce pas, de salaire, sur une base de 150 000 francs l'année précédente. La loi, elle dit si c'est un revenu, si on vous met un salaire. Tandis que si c'est des indemnités au sens des dispositions légales pour le placement, alors on a une chance, c'est encore pas garanti, mais au moins on a une chance, on y est arrivé dans le canton de Vaud à convaincre ces services qu'on peut être mis, pas exonéré, mais mis, ce montant d'argent de 50 000 francs, il pourrait être mis sur la fortune, ce qui change considérablement pour ce que vous aurez dans la poche, parce que c'est quand même ce qui est important après, puisque cet argent, il est là pour être utilisé pour limiter les conséquences, autrement dit, par exemple, pour faire face à une période de chômage supplémentaire que vous aurez eue, pour la formation, etc. etc. Donc, vous voyez, le simple exemple de ça montre que le plan social doit être rédigé avec des syndicats de manière très précautionneuse, parce qu'on a vécu quelques mauvaises expériences, et puis on vous en fait bénéficier. Alors, moi je pense que chez vous, les groupes de travail, vous allez avoir besoin inévitablement des spécialistes, des personnes qui sont très bons pour les infrastructures. Ça, vous ne pourrez pas y échapper. À mon avis, un groupe infrastructure, parce que vous avez quand même des bâtiments. Ils ont un projet à l'EPFL, mais si c'est celui-ci qui vous sort du chapeau, vous pouvez leur proposer de les déménager à Y Parc à Yverdon. Vous vous en foutez. Ça, c'est ce qu'eux vont vous proposer. Vous aurez besoin de personnes d'infrastructures capables de se dire, ben, je ne sais pas, dans cette belle salle ici, c'est peut-être pas opportun d'avoir des lumières qui sont il faudra des LED, il faut des mesures d'économie, etc. Donc des spécialistes des infrastructures. Ça, dans toutes les entreprises, on n'y échappe pas. Et vous imaginez pas le nombre d'économies sans merder personne qu'on peut faire juste dans les infrastructures, parfois même en faisant des investissements, parce que l'investissement, ça sous-entend que derrière, on va gagner de l'argent, ce n'est pas un coût encore jusque-là. Et donc, des spécialistes infrastructures, il va falloir battre le rappel des électriciens, des logisticiens, des concierges, de l'intendance, de la maintenance, tous des techniciens qui sont ici,
pourront vous donner des propositions d'économie à tous les niveaux, au niveau de l'informatique, au niveau des murs du bâtiment, de l'éclairage, du chauffage, etc. Et ça, il vous les faut, ceux-là. D'accord? C'est là où il y a un potentiel d'économie. Ensuite, il faudra des personnes qui connaissent bien la maison. Donc, il faut des personnes, un panache de personnes assez nombreux qui connaissent la maison depuis un certain moment, qui ont vu, identifier les différentes évolutions de la maison, les erreurs qui ont été faites, des multiples dérivations qui se passent, et puis qui ont, au fil des années, pu acquérir un certain niveau d'expérience et puis de vision qui peuvent permettre d'avoir des directions. Mais c'est bien aussi d'avoir un ou deux nouveaux qui débarquent peut-être, un type qui vient d'une télévision privée ou d'autres, puis qui avait d'autres manières de faire pour les confronter. Je pense qu'il faut à la fois les deux. Ça, c'est pour la vision du futur. Et puis, il faut des personnes clairement pour analyser ce que fait la direction dans leur rapport. Il faudra, dans ce cas-là, des personnes qui sont capables, qui ont des bonnes connaissances comptables, clair, parce qu'il y aura des chiffres, donc des comptables, des financiers. Si vous n'en avez pas, le syndicat vous en fournira. Il y aura Bendaon ou des gens qui viendront vous aider. Ce n'est pas plus grave que ça, mais c'est bien d'en avoir quelques-uns. Des personnes qui connaissent également bien, quand on doit faire une analyse de risque, un peu le fonctionnement de la maison aussi de ce côté-là, et puis faire des contre-propositions également. Et voilà, et tout ça fait que, disons, avec déjà ce panache de personnes, et puis surtout, j'insiste souvent, c'est d'avoir, si possible, un maximum de tous les départements. Parce que quand on fait des propositions, ça touche un peu tout le monde. Et si un département n'y vient pas, et après, puis ils viennent assez vite quand on leur dit ça, alors ils ne seront pas dans la maison pour discuter. Et puis il peut y avoir des impacts. Parce que quand on fait des groupes de travail, on fait des propositions qui sont parfois acceptées. Et si des gens ne veulent pas venir dans un département, ils veulent jouer « Ah, mais nous, on n'est pas concernés », enfin, etc. Alors à la fin, ça peut se retourner contre eux parce que j'ai vu plein de restructurations à la fin où c'est ceux qui n'étaient pas dans le projet de la direction prévu comme étant touchés qui se retrouvent touchés à la fin. Donc tout le monde a un intérêt à participer au groupe de travail. Ça, c'est essentiel. Surtout ceux aussi qui ne sont pas concernés. Parce qu'à la fin, ça peut se retourner contre eux s'il n'y a que les autres qui se défendent. Et quand les gens ont bien compris ça, à la fin, ils ont bien compris la nécessité de participer à ces groupes de travail. Et puis, avant tout, il faut que les gens ils soient volontaires. Voilà, ça, c'est clair. Faire venir dans un groupe de travail quelqu'un contre sa volonté, ça ne sert à rien. Il faut travailler avec les gens qui ont envie. Et puis, fonctionner avec ces groupes. Un groupe de travail infrastructure, un groupe de travail plus lié à la production. Quand on parle de production, c'est plus lié au fonctionnement des émissions, etc. Comment on peut s'organiser. Un groupe de travail organisation et un groupe de travail vision, par exemple, ici. Mais ça peut être autre chose. Moi, je ne connais pas bien ce structure d'entreprise. Mais là, vous avez déjà 4 groupes de travail constitués, 10 personnes par groupe, 40 personnes. Voilà. Il faut 10 qui soient des spécialistes de l'infrastructure. Il en faut 10 qui soient des spécialistes connaissant bien le fonctionnement des émissions et puis comment on peut, dans une émission, faire différemment ou faire des propositions d'émissions à d'autres extérieurs pour gagner de l'argent, j'en sais rien. Enfin, il y a peut-être plein de choses dans les médias, réseaux sociaux. Il y a un groupe qui doit parler de la vision de l'avenir, 10 personnes, et puis il y a un groupe qui doit décortiquer le rapport. Et faire une analyse de risque. Donc c'est le groupe organisation, en prenant ce que la direction a dit, puis en disant nous, ce qu'on propose par rapport à ça, c'est une toute autre organisation, ou la même organisation, mais avec ça en plus, ça en moins, etc. Donc ce groupe, il doit être capable, et là, il faut tout le monde. Il faut, dans les groupes infrastructures, vous devez avoir des techniciens, mais vous devez avoir aussi des acheteurs, si possible. Si vous n'avez pas des acheteurs, pas de problème, on va vous en fournir des acheteurs. J'ai dit, on a discuté de ça avec Valérie. Le syndicat, si vous n'avez pas d'acheteurs, eh ben on les payera. On payera des acheteurs professionnels du CHUV, de chez Bobst, de chez Novartis ailleurs, qui sont des vrais professionnels pour dire comment faire des mesures d'économie qu'ils n'ont peut-être pas fait avec des acheteurs à Berne. On l'a déjà fait, ça, ailleurs. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? Pas grave. On paye quelqu'un 400 balles une journée, ils vous font le rapport pour les mesures d'économie en commandant en gros. Mais vous avez des possibilités qu'ils n'ont pas fait. Vous savez, ça va de tout. Les machines à café, en passant par on passe tout en revue, tout, de A à Z. Mais ça, les syndicats, nous, on sera à votre disposition chez Unia, on va donner des outils à Valérie, et puis moi, je vous aiderai s'il faut pour donner des pistes, puis après, il faut trouver les compétences ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi se syndiquer, parce qu'il faudra donner les moyens à votre syndicat. Parce que sinon, ce n'est pas possible que le syndicat tout seul, s'il doit mettre des moyens, et puis pour faire ça pour 20 membres, dire débrouillez-vous, quoi. Maintenant, si la délégation de négociation, alors là, c'est évident qu'elle doit avoir la compréhension de tous les groupes. Donc, il faut que cette délégation de négociation, de manière
transversale, aller participer au groupe, c'est par exemple, vous, je dirais, d'essayer d'avoir... chez Cérenon, on était organisé comme ça. C'était aussi un peu sur 2 cantons, hein, où il y avait 1000 personnes à Genève, puis on était à peu près 600 à le canton de Vaud. Hein, sur 2 cantons, c'est toujours assez complexe d'organiser ça. Mais alors, chaque site avait ses délégués. Et puis après, on envoyait des délégués pour une coordination qu'on faisait ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous enverrez peut-être 2 ou 3 personnes à Genève, ou les Genevois se déplacent, peu importe, ça dépend de comment vous faites les choses. Puis après, vous faites une délégation entre les deux. Moi, j'élirai ici vos délégués. Si vous partez sur 4 groupes de travail, ce qui est un modèle quand même assez complexe chez vous, hein. Moi, 3, vous ne sortirez pas, peut-être 4 groupes de travail différents. Ça veut dire qu'il faudra avoir au moins 2 délégués par groupe. Parce que s'il y en a un qui est malade, vous avez toujours le suivi. C'est une question de sécurité. Donc j'aurais tendance à dire, si vous analysez 8 personnes, vous êtes sécurisé. Si maintenant vous en analysez que 5, parce que la direction dit c'est trop, vous allez faire avec. Ça va aller. Vous en avez un de réserve. 5, c'est le minimum. 8, ce serait pas mal. Parce qu'il y a les suppléances, puis vous avez des problèmes d'horaire. Donc j'élirai 8 personnes ici, ou 5, qui sont vos référents qui reviendront négocier. Et parmi ces 5, eh bien, ils auront une formation de négociation, ils auront des discussions avec le syndicat de comment se comporter en négociation. Vous allez constituer une délégation de négociation entre les 2 sites. Les 2 délégués qui vont participer ici, c'est ceux qui sont un petit peu les personnes qui vont veiller à ce que ça se passe bien. Parce que c'est aussi important que dans ces groupes de travail, on avance. Donc il faut, d'une part, le syndicat, mais Valérie ne pourra pas se démultiplier sur 4 groupes toute seule. Enfin, chez Union, on a les moyens de mettre un secrétaire syndical dans chaque. Parce que dans ces groupes de travail, il faut cadrer un tout petit peu. Voilà. Même à 2, vous n'arriverez pas à couvrir tous les groupes de travail. Donc il faut vraiment avoir 2 délégués qui sont dedans, qui sont, eux, le relais pour aller chercher les informations. C'est eux qui iront chercher les informations qu'il faut. Pendant ce temps, les autres travaillent. C'est eux aussi qui vont vérifier que les gens, ils ne sont pas en train de parler de... comment on peut destituer le directeur, ou bien, parce que ça ne sert à rien du tout à cet état-là, sur les groupes, bien des vacances qui vont passer, ou bien, mon Dieu, si l'émission se passe bien, parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faut vraiment avoir une discipline de travail importante, donc il faut cadrer un petit peu ces choses-là, et puis il faudra leur rappeler les directives, parce que dans l'organisation, je vous l'avais dit, c'est un des rares cas où le syndicat accepte un mode de fonctionnement genre armé, pour un antimilitarisme. Je fais des efforts mais alors surhumain pour appliquer ce genre de méthodologie, mais là, on n'a pas le choix parce qu'on a 18 jours, on veut un résultat pour les emplois. Et c'est le seul moment où on accepte d'être assez dirigiste et puis de respecter les horaires, des plénums, etc. Donc ces 2 délégués, ou ce délégué qui serait, si vous en avez que 5 dans ces groupes de travail, il doit, lui, un petit peu être le relais. Parce que les délégués, chaque jour, ils auront besoin d'informations, ils vont avancer sur les projets, donc c'est lui qui va aller faire les demandes. Il est représentant du personnel, il fera les demandes à la direction ou au syndicat, il ira chercher les informations, il fait un peu l'homme ou la femme de relais, il vérifie que les gens soient à l'heure, quand il faut faire le plénum, que tout le monde ait préparé son rapport pour rendre aux autres collègues, hein, parce que chaque jour, on essaie de croiser ce que les groupes font pour que, justement, tous les départements soient d'accord. Ce qu'on a comme force, c'est qu'on présente à une direction un projet, un processus, un nouveau fonctionnement d'entreprise où tout le monde est d'accord. Ça, c'est intelligent. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à venir, même ceux qui ne sont pas concernés, surtout ceux qui ne sont pas concernés par notre situation. Parce que s'ils laissent passer ça, alors il peut y avoir des conséquences. Parce que les autres salariés décideront ça, puis il suffit que la direction dise oui, ah ben, ça se retourne contre eux, hein. Ils vont licencier un autre département, pas eux. Il ne faut pas qu'ils pensent, les gens, que parce que la direction aura proposé, on va licencier tant de personnes, de ce département sera externalisé, que c'est forcément le résultat à la fin. C'est même pas souvent le même résultat à la fin. On ne fait pas des propositions pour péjorer les conditions de travail, ni tout ce qui pourrait viser à faire des économies sur le dos des salariés. Ça, on les laisse faire eux, ils savent faire. De proposer 10% de salaire, ce n'est pas à nous de le faire. Nous, il faut qu'on essaye de faire, en général, les salariés, des propositions avec tout ce qu'on a autour, puis de regarder où on arrive. Si à la fin, on a encore une option de toucher aux conditions de travail, alors bon, ça, c'est ni Valérie ni moi qui l'ai proposé, c'est les salariés potentiellement. Nous, on est en général assez contre, parce que ça ne va pas arranger les choses sur la structure d'entreprise du tout. Ça, je peux vous le dire d'expérience. Ils ont les outils les plus faciles, finalement, dans une restructuration. Il n'y a pas besoin d'avoir fait la haute école de Saint-Gall, c'est de diminuer le nombre de personnes et puis de garder le même nombre de volumes de travail. Donc ça, les gens ils bossent beaucoup plus, ils finissent en burn-out, etc. Ça, tout le monde sait faire. Ils arrivent, hop, on biffe des emplois, on réduit un peu tous les départements, les gens font beaucoup plus de travail avec moins de personnes.
Et puis ça marche assez bien. Deuxième chose, ils essaient de proposer des réductions de conditions de travail en disant « Mais voyez, on est bon prince, si vous faites un petit effort là, on pourra économiser 30 places de travail. » Comme ça, après, vous avez le sentiment d'avoir fait solidairement un effort pour les autres. Puis l'année d'après, ils reviennent comme avec une baisse de personnel. Puis vous avez au chômage, moins de salaire, etc. Puis c'est comme ça que ça se passe dans l'industrie. Vous devez le décortiquer, ce rapport. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Vous devez quasiment le connaître par cœur parce qu'il vous sera tellement utile par la suite pour faire votre structuration, parce que vous savez déjà dans ce rapport, moi, le peu que j'ai regardé sur Internet, il y a déjà des signaux dans ce rapport qui sont, somme toute, essentiels pour la suite. Parce que ça, ils sont engagés, ils ont pris des engagements auprès. Donc ça, c'est votre Bible aujourd'hui, c'est de prendre ce rapport et de le décortiquer à la louche. Et ça, c'est de la précision d'horloger avec peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes, déjà maintenant à ce stade, qui pourra vous donner des pistes, des significations de ce rapport. Ça, c'est le premier point. Moi, je suis dans plusieurs conseils d'administration. Je sais pertinemment comment ça fonctionne dans les conseils d'administration. C'est qu'on a ces stratégies, ces lignes directrices sur le long terme qui sont données, et après, on doit s'y tenir. Donc, le conseil de fondation d'administration devra se tenir à ça. Donc, votre premier axe, c'est celui-ci. C'est-à-dire que plutôt que d'aller s'égosiller sur savoir est-ce qu'ils vont nous prendre 5 millions, 50 millions, puis vous divisez entre vous à ce stade, mettez-vous tous d'accord que chacun est sur le site Internet, vous prenez ce bouquin, vous le lisez au bord de la plage, et puis vous l'apprenez par cœur. Parce que c'est là que vous avez les clés. Ça, c'est le premier point. Jusqu'au mois de juin, vous organisez, vous lisez le rapport d'activité, et à partir de ce rapport d'activité, vous avez déjà quelques clés. Est-ce que c'est possible ou pas de le faire en faisant une suppression de poids? C'est déjà la première des axes que vous avez. Et plus il y aura de monde qui l'aura lu, plus il y aura de monde qui se sera imprégné de ce rapport, mieux les personnes qui seront élues dans vos groupes de travail et que vous aurez identifiés seront en capacité d'agir et de répondre et de vous faire un rapport qui sera précis, chiffré. Et puis en même temps, ça vous permettra aussi d'identifier en fonction du rapport des profils que vous aurez besoin. Parce que là-dessus, vous avez, dans ce rapport, moi, le peu que j'ai lu, dans ce rapport, il y a des axes stratégiques, il y a des chiffres, vous avez déjà une somme d'informations ici où moi, j'arrive à peu près à comprendre en lisant diagonale où ils vont, quoi. Parce que ce qui sera très important, c'est que si vous voulez avoir du succès dans le rapport et les propositions que vous allez faire, il faut quand même essayer qu'un certain nombre de propositions que vous faites aillent dans le sens de leur stratégie. Bien sûr, je disais tout à l'heure, on refait toute une entreprise, mais en général, on ne refait pas toute l'entreprise. On va contre une partie de leur stratégie tout en gardant quand même que ce qui fonctionne bien, il n'y a pas de raison de le changer. Il faut démontrer que ça fonctionne bien. On peut toujours améliorer l'énergie, etc., mais on ne va pas tout forcément révolutionner. Puis l'autre partie, là, on peut innover. Hein, ce n'est pas toute l'entreprise qu'on a changé chez Novartis à Nyon. Mais quand même, ce qu'eux ont proposé et ce que nous avons reproposé, c'était diamétralement opposé. Pendant les 18 jours, les délégués, en général, nous, au syndicat, on dit à la direction, mais pas... Alors, des cas de figure à plein temps, chez Bob c'était à plein temps, mais dans d'autres pas, mais presque à plein temps, ils doivent être libérés de leurs obligations de travail en tant que tel. Et il faut que les collègues, ça moi je le dis dans les assemblées du personnel, même si j'ai 300 personnes, je leur dis, mais c'est vous qui faites son travail, hein. Il ne faut pas que le type il ait un ennui dans cette période-là, et ça marche vraiment très bien. J'ai eu très très peu de problèmes parce que les gens comprennent les enjeux. Il faut s'organiser quand même pour que celui qui défend leurs intérêts pendant ce petit... c'est comme s'il était en vacances, hein, ces 18 jours, alors qu'ils soient libérés. Et puis la direction, on exige que la direction envoie à leurs responsables un mail comme quoi ces personnes sont déchargées d'une bonne partie de leur travail, etc. Après, on trouve des arrangements souvent horaires où la personne peut quand même envoyer ses mails au début, à la fin, mais il faut consacrer énormément de temps. Bon, après, sur 10, ce n'est pas un problème qu'il y en ait un ou deux qui partent à un moment puis qui reviennent, parce que les groupes de travail, ils ne seront pas sur toute la journée. Hein. Une amplitude de 5 heures, ça suffit, 4 heures, 5 heures, c'est bon, par jour. Donc c'est quand même, ça laisse une marge pour les groupes de travail. Donc voilà, après, il peut y avoir, chez Novartis, il y avait des fois deux horaires de groupe de travail. Après, c'est toute une question de coordination. Ça, c'est le boulot de Valérie, de trouver les artifices. Moi, des fois, je suis un peu dans l'industrie emmerdé avec ça, parce que justement, quand il y a plusieurs travails d'équipe, etc., de trouver des horaires qui... Mais de temps en temps, il faut quand même avoir tout le monde ensemble. Hein. Ça, c'est obligé. Ça, c'est de la planification.
Puis des fois, il y a dans l'industrie, ils ont des planificateurs qui sont très bons pour ça. Ils arrivent à trouver en fonction des gens d'où ils sont. On leur donne la liste. Chez Bobst, c'était excellent parce que les types, ils avaient l'habitude, ils ont des planificateurs. Donc, on leur avait donné la liste des personnes qui fonctionnaient dans les groupes de travail, les 40, puis on leur a dit, voilà, démerdez-vous avec ça, vous me construisez des horaires, il me faut 5 heures là, il me faut des jours, il faut leur donner les directives, puis c'est eux qui nous préparent un schéma, pauvre. Ouais. Alors, des fois, les entreprises, elles ont ça, d'autres fois pas. J'imagine quand même que chez vous, même au niveau des RH ou ailleurs, ils ont des schémas qui peuvent vous préparer, ils peuvent vous donner en fonction des heures et des vacances des gens, ils connaissent tout ça. Les RH, ils vous aident aussi. Le personnel des RH, parfois, ils ont tout ce qu'il faut comme outil pour vous faire un organigramme. Et puis, c'est leur contribution qu'ils pourront faire. Je pense que, disons, c'est là que le personnel administratif est très utile. Vous verrez, dans la logistique, dans les rédactions de rapports, etc., ils ne vont peut-être pas forcément venir au premier front dans des groupes de travail parce que ce n'est pas leur truc. Hein, comment fonctionne l'entreprise, l'organisation, ce n'est pas forcément toujours leur truc. Mais par contre, dans tout cet aspect logistique, transmettre des informations, peut-être gérer le site Internet ou des choses comme ça. Maintenant, c'est leur travail. Après, c'est votre travail. C'est vraiment deux séquences complètement différentes. La première séquence, c'est eux qui travaillent. Ils font le projet de restructuration. La deuxième séquence, c'est les salariés et le syndicat qui répondent aux propositions. La troisième séquence, ça revient chez la direction qui doit étudier votre proposition. La quatrième séquence, ils doivent vous répondre point par point. Et ça, alors, le département vaudois est devenu extrêmement strict avec les directions. C'est-à-dire que toutes les propositions qui sont faites, toutes, de A à Z, ils doivent y donner une réponse. Ça, ils insistent. Point par point, ils doivent répondre. Je propose de mettre des longs plaids, oui ou non, d'accord, pas d'accord, accepter, pas accepter. Et ça, c'est essentiel. Et puis après, une fois qu'ils vous ont dit qu'est-ce qu'ils ont accepté ou pas, ils doivent vous dire qu'est-ce qu'ils vont appliquer. Ça, c'est la décision, elle n'est pas du salarié, ça c'est clair. La décision, hein, c'est Gilles Marchand qui doit la prendre comme directeur, c'est lui qui doit prendre sa responsabilité et puis dire entre ce que nous avions prévu et ce que le personnel a proposé, je tranche et je décide que ce sera ça qui sera appliqué, donc on va réduire de la moitié du personnel, on va avoir 0 personne licenciée ou on va tout appliquer de A à Z ce qui est mis. Et puis après, vous pouvez encore y faire des remarques, vous avez encore cet espace-là pour faire des remarques. Et s'ils sont foutus de votre figure, c'est-à-dire, en gros, ils ont pris le rapport que vous avez donné, parce que ça m'arrive dans des entreprises, ça n'arrivera pas chez vous. À mon avis, je suis assez convaincu, mais disons, ça arrive dans des multinationales qui s'en foutent complètement. C'est-à-dire qu'on leur a donné le rapport, ils le mettent là, puis ils vont faire la fête, et puis ils reviennent 10 jours après, ils n'ont même pas lu 2 pages, d'accord, ça on le voit assez bien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous répondre point par point sur les positions. Alors là, on enclenche l'office de conciliation et d'arbitrage, on enclenche le conflit, ou on enclenche là, il y a des outils pour essayer de répondre à ça, parce que là, ils ont bafoué la loi, et puis on les coince. Ils sont quand même passablement tenus. Il ne faut pas sous-estimer les dispositions légales à ce niveau-là, mais il faut bien les faire appliquer. À mon avis, votre rapport, vous tenez quelque chose d'assez essentiel dans la stratégie. Ça, je pense que quand même que les autres entreprises n'ont pas. Moi, je ferai la chose suivante. Quand vous faites votre rapport, vos propositions, vous avez vu, nous, quand on fait nos propositions, on convoque la presse, on le rend public, parce que ce qu'on fait comme propositions, elles sont sensées, elles sont souvent pondérées, on explique ce qu'on veut faire, pas dans les détails, les chiffres, ça ne regarde pas, mais ce que vous pensez faire face à cette question, il faut l'expliquer publiquement. Je donnerai une copie de ce rapport à la direction nationale, évidemment, certainement à votre direction locale, M. Critin, le conseil de fondation ou le conseil d'administration. Vous leur donnez aussi une copie, mais moi je donnerai aussi une copie au Conseil fédéral, aux parlementaires. Voilà. Quand tous les parlementaires du Conseil national auront la proposition de vous, salariés de la RTS, qui est quand même plus intelligent que ce que proposera peut-être les consultants qui aident M. Marchand, alors il va commencer à avoir une discussion un peu différente. Et ça, vous avez des outils, vous, mais je pense, disons, réfléchissant stratégiquement, quand même assez important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer le rôle de ne pas se préoccuper de ce qu'eux, ils sont en train de faire. Ça, c'est déjà la première chose. Ce que je dis là, c'est bateau, chaque syndicaliste pourrait le dire, donc je ne veux pas non plus que ce soit porté sous Yves Déferrat, ces choses-là, parce que Valérie, elle le sait, on en a discuté les deux. Donc je pense que c'est véritablement aujourd'hui de se concentrer sur comment vous allez vous organiser. Donc vous êtes dans une phase et vous avez de la chance. Ça, vous avez quand même une chance assez incroyable, c'est que vous savez que quelque chose va vous arriver.
Le timing, à peu près, vous le connaissez. Ce que les autres ne savent pas, tout d'un coup, ils décident au niveau mondial de faire une restitution, pauvre, ça leur tombe sur la gueule, et puis ils doivent se démerder avec ça. Donc ça, c'est utiliser ce moment maintenant pour mobiliser, s'organiser, et vous le faites très bien. Je pense que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ces séances, etc., ça vous sera utile. Je pense que là-dessus, vous êtes déjà en phase d'organisation, et c'est bien. Continuez avec ces choses-là, avec plus ou moins de réussite, c'est pas grave. Premier axe, je pense que ça, c'est connaître comment ça fonctionne une restructuration. Comme ça, vous connaîtrez les étapes, vous identifierez les endroits où ça pose problème, et ça, c'est déjà quelque chose de très bien que vous faites, à tous les niveaux que vous êtes. Ensuite, il vous faut essayer de commencer à réfléchir à des différents scénarios. Ça, c'est le syndicat qui doit le faire avec un certain nombre d'entre vous. Vous pouvez le faire en marge, c'est des gens qui sont intéressés, de vous réunir un petit peu comme ça pour essayer d'imaginer avec les informations que vous avez comment, dans les scénarios, vous pouvez fonctionner. Nous, on fait tout le temps ça. On fait des petites séances régulièrement dans une restructuration où on se dit on doit toujours avoir un temps d'avance. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut essayer aujourd'hui de s'imaginer si demain ils font comme ça, quelle est la voie A ou la voie B. Parfois, il y a encore une voie C qui se rajoute, mais il faut déjà au moins avoir réfléchi à quel axe. Donc, première chose que vous devez vous dire, est-ce que je vais arriver à avoir des personnes qui sont concrètement aptes à faire ces rapports? Qui? Les identifier. Leur demander s'ils sont prêts à partir à n'importe quel moment, que ce soit au mois de juin ou au mois de septembre, parce que vous ne savez encore pas. Si vous dites partir au mois de juin, eh ben, vous aurez déjà, en ayant identifié les personnes qui potentiellement vous seront utiles, vous saurez celles qui sont en vacances, pas en vacances, ça vous aide déjà à anticiper un planning, moi c'est ce que je ferais, et puis à déjà savoir à peu près ce que je pourrais compter sur 5, 10, 15, 30 personnes, etc. Moi je vous ai dit, au minimum il faudrait 30 personnes par site, ça me semble assez important. Donc commencez déjà à discuter entre vous, dire moi je serais intéressé à faire cet exercice de réflexion, à me mettre à la place du patron pour constituer cette nouvelle RTS en fonction des éléments que j'aurai. Qui peut venir? Identification. Ensuite, vous devez vous préparer à 2 scénarios. Est-ce qu'ils vont oser le faire au mois de juin en vous donnant un délai de consultation de 18 jours? S'ils ont des avocats, des gens peut-être derrière, on ne peut pas exclure que ce modèle-là se mette en place, j'en sais rien. Donc quand même, vous devez avoir en tête ce scénario-là, même s'il est peu probable, mais il faut toujours l'avoir. Ça, c'est le scénario de crise. Mois de juin, avec tout le monde de vacances, ils ont le droit de le faire, je vous rappelle. Ensuite, les autres scénarios sont un peu plus simples. Disons, parce que ça veut dire que vous continuez à vous préparer, les gens partent en vacances, on arrive au mois de septembre, mais au mois de septembre, ça va aller très vite. Et puis alors là, quand ça démarre, ça démarre. C'est-à-dire qu'ils vous donnent l'information le 1er septembre, vous devrez constituer les groupes de travail, démarrer. Donc là, vous devez déjà avoir un scénario, c'est-à-dire que vous devrez charger votre syndicat avec la délégation déjà de préparer un petit peu comment vous allez vous organiser. C'est-à-dire que ces 30 personnes, essayez d'imaginer un petit peu comment vous allez les structurer et les organiser, quels horaires, puisque c'était très bien dit tout à l'heure, c'est un problème chez vous d'horaire, quels sont les meilleurs horaires pour fonctionner, que vous allez demander à votre direction, en fonction des personnes que vous aurez dedans. Si vous avez déjà préparé tout ça avant, alors vous serez en très bonne situation au mois de septembre. Si vous n'avez pas anticipé ça, vous aurez tous ces problèmes à réfléchir en même temps. Mon Dieu, j'ai telle et telle personne qui vient, comment je vais coordonner les groupes de travail, etc. Donc ça, je pense qu'il faut vous concentrer que là-dessus. Bon, vous avez des outils de mobilisation qui peuvent être aussi utilisés, j'en sais rien, mais par exemple, si vous voulez être prévenu de ce qui se passe avec les avocats, prévenir vos collègues, vous pouvez très bien aussi organiser, par exemple, une émission, dire à un de vos collègues, s'ils sont intelligents, ils me plantent face à Maître Philippe et les autres, les nouvelles méthodes des avocats qu'on essaie de passer dans la presse pour un moment, et puis on fait un débat, on demande s'ils veulent venir. Comme ça, vous aurez les informations en live, c'est une émission, et puis vous avez tout l'auditoire chez eux devant le canapé, et puis c'est tout à fait possible. On peut faire aussi infrarouge, un débat sur les restructurations. Vous avez tous les outils. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qu'on veut faire passer comme message. Et puis, c'est votre assemblée du personnel, tout le monde de leur canapé. Moi, je ne vous fais pas... Enfin, voilà, c'est pas à moi de dire, mais disons, nous, on est toujours à disposition pour ce genre de choses, mais on peut organiser des débats comme ça, à la radio, sur le forum. Il va y avoir l'Alliance, etc. Moi, je n'ai jamais réussi à faire passer un débat, par exemple, sur ces méthodes des avocats. Le 24 heures a écrit un article une fois, parce que j'avais dénoncé ça, j'ai fait je ne sais pas combien de conférences de presse, ça n'a jamais passé, ce sujet. Un peu sujet tabou.
mais c'est quand même très vicieux. Puis c'est quelque chose, comment on tord les lois en Suisse dans les restructurations, je pense que dans tous les magazines, etc. Moi, je suis prêt. La question, c'est est-ce qu'ils seront prêts à le faire, hein. Enfin, ça, je veux dire, mais mettre Villers en face de moi ou Philippin, je ne sais pas s'ils voudront, mais parce qu'ils ont un peu la ch'touille. Ils savent qu'ils font les choses, ces avocats, de manière un peu sournoise. Donc moi, je me réjouis un jour de les avoir en confrontation, en débat. Ça, je peux vous dire que ça va... Et ça va tout de suite faire réfléchir vos collègues salariés, etc. Il y a plein de choses. Comment aujourd'hui... Enfin, on parle assez maintenant des problèmes de sécurité routière, via sécurité, etc. Mais comment on passe... Outre les lois du 335, comment on bafoue les niveaux d'information, comment, etc. Je n'ai jamais vu une émission là-dessus. Moi, je n'ai jamais été invité pour ça. J'ai été invité sur le moment, on m'invite quand il y a 9 artistes, parce que c'est intéressant d'avoir sur un cas précis, mais de manière générale, discuter de comment aujourd'hui les employeurs, les multinationales bafouent les lois dans les restructurations. Moi, je n'ai jamais été invité. Donc voilà, ça c'est aussi peut-être des éléments qui font que on peut expliquer aussi par ce processus-là aux collègues d'autres voies. Hein. Moi, vous êtes en plein dans les médias. C'est une excellente question parce que c'est quelque chose qui se passe dans tous les cas de figure. Je ne connais quasiment pas une entreprise que j'ai traitée qui sont des multinationales ou des entreprises suisses avec plusieurs sites où, ma foi, c'est l'un ou l'autre côté de la barrière qui se mobilise. On a eu des cas de figure où les Suisses allemands se sont mobilisés plus vite que les Suisses romands, c'est aussi le cas, il ne faut pas simplement dire que les Suisses allemands ne font rien. Mais on a surtout eu beaucoup de cas où, ma foi, c'est nous qu'on a dû commencer. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? C'était le cas chez Novartis. Ma foi, voilà, nous on s'est défendu, on a sauvé notre site, ils ont perdu des emplois là-bas, il y en a qui ont été rapatriés chez nous à Nyon, on a gagné des places de travail en Suisse romande, tant mieux. C'était le cas chez Bombardier. Ils ont fermé toutes les boîtes Praten, etc. là-bas. On a pu sauver notre site ici parce qu'on s'est défendu. Et là, je pense qu'il faut véritablement essayer au départ, mais ça c'est du rôle évidemment de votre syndicat, de mobiliser tout le monde au départ. Si, et ça on en a discuté, hein, Valérie, si ma foi, les gens ne veulent pas se défendre en Suisse allemande, alors on ne peut pas défendre les gens contre leur gré. Chacun doit se dire qu'il est utile dans cette mobilisation et puis après, le syndicat, il va fonctionner avec ceux qui ont envie de faire quelque chose. C'est, ma foi, dommage pour ceux qui ne se battent pas, c'est dommage pour ceux qui ne font rien, mais ceux qui ne font rien, en général, c'est ce que la direction applique qui va s'appliquer, point barre. Voire pire, parce que des fois, quand il n'y a rien qui se passe, ils en rajoutent une couche. Ça, c'est l'autre côté. Hein. J'ai vu des multinationales où quand ils ont vu que les gens étaient complètement amorphes, alors ils en ont profité, de dire, de toute façon, vu qu'ils disent rien, on en rajoute 30.